Salut les photographes, bienvenue dans ces MPR News du mois de mai 2019. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de MPR News, donc on attaque, on est content de revenir. Et tout d'abord, grand merci à Kingston qui sponsorise cette vidéo. C'est grâce à Kingston qu'on peut refaire des MPR News et je vous explique pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Kingston, si vous ne les connaissez pas, c'est une entreprise qui à la base fabriquait de la mémoire pour ordinateur. Donc ceux qui sont un peu geeks, qui ont déjà monté des ordinateurs, connaissent bien Kingston. C'est une marque très réputée là-dedans. Et ils ont progressivement évolué pour pouvoir maintenant proposer des cartes SD, des cartes micro SD, des cartes CF et des disques durs SSD notamment. Donc c'est pas mal de produits intéressants, d'une bonne marque réputée. Donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus et de voir un peu toute leur gamme, allez voir dans le lien qui est dans la description pour vous rendre sur le site de Kingston et voir tout ce qu'ils ont à proposer. On attaque avec les photo news. Première photo news, un petit peu bizarre, c'est Dogfish Head, une marque de bière qui... Bon, pourquoi on parle de bière dans les MPR News? Tout simplement, c'est une marque de bière dont les fondateurs sont assez friands de photographie argentique et ils ont fabriqué une bière spécialement qui permet de développer du film Kodak Super 8. En fait, ils se sont rendus compte que la formule pour développer ce type de film était assez proche de la formule d'une de leurs bières et qui nécessitait juste un petit peu plus d'acidité et un petit peu plus de vitamine C dedans. Et ils comptaient déjà faire ça dans leur nouvelle formulation. Donc ils ont fait exprès de formuler leur bière pour qu'elle puisse à la fois être bu comme une bière, mais aussi développer du film Kodak Super 8. Ils ont envoyé ça à Kodak, Kodak a validé et trouve l'idée super cool. Donc voilà, c'était le truc un peu dingue de cette semaine. Fujifilm a développé une nouvelle application. Alors je ne connais pas l'ancienne application Fuji, mais a priori c'était une des applis les moins bien notées de tout l'App Store. Et donc ils ont fait une nouvelle application pour smartphone qui permet justement de piloter son appareil photo via le téléphone. Et a priori le nouveau design est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ergonomique. Donc tous ceux qui ont laissé tomber l'application Fuji depuis quelques années, je vous incite à télécharger cette appli pour la tester, retester et lui donner une seconde chance parce qu'a priori, normalement, maintenant, ça va vachement mieux. Donc c'est disponible sur l'App Store et puis c'est disponible sur Android à partir de ce mois-ci, normalement. Alors, un défi, il y a un photographe qui s'est lancé le défi un peu dingue de photographier la Voie lactée en drone. Alors vous savez, il y a des gens qui photographient la Voie lactée avec leur smartphone, c'est un petit peu technique, mais c'est faisable, on arrive à obtenir des résultats. Là, l'intérêt de le faire au drone, c'est que cette personne est photographe, il a un D850, donc un super appareil qui permet déjà de faire des super photos de Voie lactée. Et en fait, il s'est trouvé dans une situation où il y avait une légère brume sur la mer, là où il voulait photographier la Voie lactée. Et il s'est dit, tiens, ce serait intéressant de voir si je lançais mon drone au-dessus de la brume, est-ce que ça donnerait pas un bon résultat? Et donc il a fait tout ce qu'il fallait, les drones sont suffisamment stables maintenant pour pouvoir faire des pauses de 1 seconde, 1 seconde et demie. Il a fait plein de pauses, il a stacké tout ça et ça donne un résultat qui est plutôt pas mal. Évidemment moins bien qu'avec son Nikon D850, même avec le Nikon au sol avec la petite brume, mais je trouve l'idée assez intéressante et je trouve ça marrant des photographes qui se lancent des défis comme ça. Flickr a passé un partenariat avec Pixsy, P-I-X-S-Y, et c'est un partenariat que je trouve plutôt intéressant. Alors c'est que pour les membres pro, c'est-à-dire les gens qui payent un compte sur Flickr, et c'est pour environ 1000 photos sur votre compte. Et donc Pixsy, c'est un système qui permet de retrouver vos photos volées, c'est-à-dire qu'il va scanner vos photos, et ensuite il va régulièrement scanner tout l'internet pour essayer de retrouver si vos photos ont été utilisées par ailleurs. Et si c'est le cas, il s'occupe de réclamer des droits pour vous et donc d'aller récupérer des sous pour l'utilisation de vos photos. Ils ont l'habitude de faire ça, c'est leur métier, et donc du coup ils sont bien plus efficaces que chaque photographe individuellement pour faire ça. Et je trouve que c'est un partenariat qui est plutôt logique et bien vu avec Flickr, vu que Flickr est un site pour les photographes qui veut maintenant, on va dire, retrouver ses lettres de noblesse après être passé entre plusieurs mains. Maintenant, depuis que c'est SmugMug qui a récupéré Flickr, on voit qu'ils redeviennent un petit peu actifs et qu'ils essaient de reséduire un petit peu la communauté, et c'est plutôt pas mal, et je trouve ce partenariat vraiment plutôt sympa. Il y a un YouTuber qui a fait une vidéo ASMR uniquement avec des sons appareil photo. Alors l'ASMR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc un peu bizarre où c'est des gens qui vont vous chuchoter dans les oreilles, donc il faut mettre ses écouteurs, et ils vont chuchoter, faire des petits bruits un peu bizarres, et pour certaines personnes, ça les apaise totalement. Ils se passent dans une espèce de transe, un truc comme ça. D'autres personnes comme moi, pour qui ça marche pas du tout. Mais voilà, là le principe c'est donc de faire écouter tout plein de sons d'appareil photo, donc le bruit de la molette, le bruit du déclencheur, le bruit de la main qui caresse le cuir, enfin tout genre de trucs, la carte SD qui rentre et qui sort. Donc s'il y en a d'entre vous qui sont qui sont un peu dans le délire ASMR, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller voir ça, c'est assez rigolo comme vidéo. Nikon vient de proposer la mise à jour de son firmware pour le Z6 et le Z7. Il rajoute la détection des yeux, donc c'est très bien.
Ils augmentent la possibilité de faire l'autofocus en faible luminosité. Vous savez que c'était un argument phare de Canon au moment où ils ont sorti le EOS R. Donc c'est bien que Nikon fasse des efforts dans cette direction-là aussi. Et puis ils ont rajouté la possibilité d'avoir l'exposition automatique qui s'ajuste automatiquement quand on est en prise de vue en rafale. L'autofocus s'ajuste automatiquement évidemment, mais l'exposition ne le faisait pas jusqu'à présent. Maintenant c'est le cas. Donc c'est toujours chouette de voir des entreprises du monde de la photo qui font des mises à jour de firmware régulièrement. Jusqu'à il y a peu, c'était que Fuji qui faisait ça, et c'était vraiment un gros plus pour eux. Et depuis quelques temps, Canon, Nikon et Sony commencent à faire des mises à jour de firmware, et ça c'est plutôt cool, parce que ça veut dire qu'on a moins besoin d'acheter des nouveaux appareils photo. Avec un appareil photo d'il y a 1 an ou 2 ans, on gagne des fonctionnalités supplémentaires, et moi je trouve ça bien. Sony a aussi mis à jour son firmware pour le A7 III et le A7 R3. Alors eux, ils avaient déjà le IAF, la détection des yeux. Ils ont intégré maintenant le Real Time AF, IAF. Alors je trouve le nom un peu nul. En gros, c'est une meilleure version de l'autofocus sur les yeux qui ne va pas perdre le suivi, même si la personne se retourne, même si ça passe dans l'ombre, etc. Donc voilà, le tracking est encore meilleur qu'avant. Il rajoute l'eye autofocus, donc l'autofocus sur les yeux pour les animaux. Alors pas encore tous les animaux, a priori c'est aujourd'hui donné que pour les chiens et les chats, mais certains ont déjà testé sur d'autres types d'animaux et il semble que ça marche relativement bien. Alors évidemment pas sur tous les animaux, mais a priori ils vont l'intégrer de plus en plus, donc pour les photographes animaliers c'est vraiment cool. Et puis la fonction time-lapse, ça je trouve que ça devrait être présent dans n'importe quel boîtier, dans tous les boîtiers à la base. Donc bon, c'est bien que Sony finisse par le mettre quand même dans son boîtier. Lightroom, il y a une nouvelle version que vous pouvez télécharger depuis quelques jours qui apporte une nouvelle fonction et pas des moindres. C'est une fonction qui s'appelle texture. Texture, ça se situe, donc c'est un curseur qui est vraiment dans la zone là où vous avez la clarté, là où vous avez la saturation et la vibrance. Et ça fait un effet qui est un petit peu entre la gestion du bruit et l'augmentation de la clarté. Ce que je trouve assez intéressant, je l'ai testé hier très rapidement. Je vous en ferai un retour un petit peu plus tard quand j'aurai testé plus en profondeur. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que quand on en rajoute, c'est un petit peu comme si on rajoutait de la clarté, mais de façon beaucoup plus subtile, et surtout, ça ne change pas l'exposition. Jusqu'à présent, quand on changeait la clarté, ça allait rendre les noirs globalement plus noirs et les blancs plus blancs. Et donc, ça allait changer un petit peu le contraste, faire briller des points dans la photo, et c'est un petit peu l'effet qu'on recherche souvent. Là, non, ça va vraiment, comme son nom l'indique, rajouter de la texture à certains endroits, et donc ça va donner une sensation de photo plus nette, sans forcément jouer sur les contrastes. Et c'est vraiment plutôt bien vu et plutôt intéressant. Donc à voir, de temps en temps on utilisera peut-être plutôt la clarté et des fois plutôt la texture, mais des premiers essais que j'ai fait, c'est vraiment intéressant. Et quand on baisse la texture, ça va jouer sur la texture, notamment sur la peau, sur les visages. Et si on le baisse un tout petit peu, on va perdre un petit peu justement la texture un petit peu disgracieuse sur la peau du visage, tout en gardant les détails et sans tout lisser pour faire un effet poupée de cire qu'on n'aime pas trop. Donc voilà, c'est plutôt bien géré et c'est vraiment intéressant. Alors, quelques petites news MPR. Alors oui, je vous ai parlé du sponsor qui est Kingston ce mois-ci. Et donc du coup, je voulais revenir sur pourquoi j'ai été chercher des sponsors pour les MPR News. Vous le savez, je vous avais dit un peu précédemment que les MPR News me prennent énormément de temps à tourner. Je compte environ une dizaine d'heures à peu près pour chaque MPR News qui sont sortis, entre la recherche d'informations, toutes les news, construire un petit peu tout slideshow dans lesquels je vais vous présenter tout ça, faire mes recherches pour pas vous raconter n'importe quoi. Et voilà, ça me prend énormément de temps. Et aujourd'hui, ce temps que j'utilise sur mon temps de travail, c'est du temps que je n'utilise pas pour aller faire, aller chercher des clients pour ma boîte ou faire d'autres vidéos, etc. Et en plus de ça, c'est un format qui est très sympa, très informatif pour vous, mais qui pour moi n'est pas le plus fun à faire. Je préfère par exemple retoucher des quarts d'heure photo ou des sorties photo, où là il y a une vraie expérience, j'ai envie de dire, alors que là c'est plus de l'information. Donc en fait de tout ça, moi j'avais pris la décision d'arrêter les MPR News il y a déjà quelques mois, c'est pour ça que ça fait quelques mois qu'il n'y en a aucune qui est sortie. Et je sais que c'est un format qui vous plaît beaucoup, il y en a beaucoup qui m'ont demandé quand est-ce qu'il y avait des nouvelles MPR News. Donc en fait j'ai pris le truc dans l'autre sens et je me suis dit comment je peux faire pour rendre les MPR News rentables. Et la seule façon c'est de trouver un sponsor. Et donc en fait j'ai contacté tout un tas de sponsors et puis ceux qui me contactaient pour dire est-ce que ça vous intéresserait de travailler sur tel ou tel truc, je disais à chaque fois il y a une opportunité sur les MPR News à saisir, je cherche un sponsor qui va relancer le format et Kingston a répondu positivement, donc c'est super cool. Et voilà, comme je vous disais, Kingston, ils ouvrent le bal, ils sont partis a priori sur plusieurs vidéos qui vont sponsoriser, donc on est parti pour plusieurs mois avec des MPR News grâce à eux. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, Kingston, ils ont commencé par faire la mémoire RAM pour les ordinateurs.
Ils sont très très réputés là-dedans. Et puis ils font des cartes SD, des cartes micro SD, des cartes CF et des disques durs SSD, donc des disques durs à mémoire flash qui sont très rapides. Et ils ont vraiment plusieurs gammes à chaque fois pour chacun de ces produits. Je suis assez étonné de la largeur de la gamme et c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vais les tester prochainement et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Donc voilà, j'aimerais vous associer tous et essayer de dire un grand merci à Kingston parce que c'est littéralement grâce à eux qu'on peut faire des MP1 News ce mois-ci, donc c'est vraiment cool. Le voyage en Californie 2020, ça y est, c'est relancé, il est sur le site de Objectif Nature. Il est prévu pour entre le 1er juin et 12 juin 2020, donc pour la fin du printemps 2020. Dans les mêmes conditions que ce qui avait été prévu initialement. On reste sur le même tarif attractif, c'est-à-dire le deuxième tarif que je vous avais proposé l'année dernière. C'est pour 8 participants maximum et cette fois-ci on s'y prend vachement plus à l'avance. La fois dernière on n'avait pas réussi à remplir le voyage, en grande partie parce qu'il avait été annoncé dans sa version définitive 1 mois et demi avant le départ, ce qui est très très tard. Donc là voilà, on s'y prend 1 an à l'avance, donc réservez vos vacances pour le mois de juin 2020 et si ça vous intéresse, moi je vous invite tout de suite à aller poser une option sur objectifnature.fr. Vous allez sur ce site, je vous mets le lien directement vers le voyage en Californie dans la description et vous pouvez soit réserver directement si vous êtes sûr et certain de venir, soit poser une option. Poser une option, ça veut juste dire je suis super intéressé, réservez-moi une place et je vous confirmerai un petit peu plus tard. Donc si ça vous intéresse de près ou de loin, sachant qu'il n'y a que 8 spots possibles, pas 8 spots photos, hein, mais 8 places possibles, je vous invite à réserver tout de suite. Comme ça, voilà, vous êtes sûr, posez une option et ça ne vous engage pas plus que ça. Mais ça veut dire que vous êtes intéressé. Et puis, bah voilà, comme je vous avais déjà expliqué, et je referai peut-être une vidéo sur le sujet, on va aller voir tous les plus beaux spots de Californie. C'est un coin que je connais très très bien, parce que j'ai habité là-bas pendant 3 ans. Voilà, j'ai énormément vadrouillé, été voir plein de beaux spots, que ce soit sur la côte sauvage, dans les montagnes, dans le désert. On a énormément, en ville aussi, à Los Angeles ou à San Francisco, on a énormément de beaux spots à parcourir, plein de belles photos nature à faire, plein de belles photos de paysages. Donc voilà, ce sera un super beau voyage et les quelques chanceux qui pourront y participer, je pourrai les rencontrer aussi et puis on va passer une bonne douzaine de jours ensemble, donc ce sera cool. On est parti sur les news matos. Canon a annoncé un nouveau boîtier relativement entrée de gamme, le EOS 250D, 24 mégapixels, 5 images par seconde, un système d'autofocus à 9 points seulement. Le système dual pixel avec le IAF, donc tout ça c'est très bien. Un écran pivotable tactile, voilà, on le retourne sur le côté, on peut le bouger dans tous les sens, il est tactile, les écrans tactiles chez Canon sont vraiment très bien. Il filme en 4K, malheureusement c'est avec un crop x 2,6, donc c'est un crop assez énorme, et quand on est en 4K en vidéo, le IAF ne fonctionne pas. Donc c'est pas tout à fait utilisable pour la vidéo en 4K, pensez plutôt que c'est un très bon appareil pour filmer en 1080p. Il est vendu à 600 $ nu. C'est plutôt un bon produit de base, je trouve, parce que globalement, pour l'essentiel des photographes, on fait à peu près tout avec ça. On n'a pas forcément besoin d'avoir des tonnes de points d'autofocus. Ça dépend, sauf si vous faites de la photo sportive, par exemple. 5 images par seconde, c'est largement suffisant. Le dual pixel, c'est génial. L'écran pivotable tactile, c'est très bien. Donc voilà, on a un bel appareil qui est une bonne base pour bien démarrer en photo, donc ça, c'est cool. Panasonic a annoncé le G95. C'est un appareil micro 4 tiers 20 mégapixels. Qui peut prendre des rafales à 9 images par seconde sans autofocus et à 6 images par seconde avec l'autofocus continu. Il y a une stabilisation 5 axes, un écran pivotable. Il peut filmer en vrai 4K à 30 images par seconde et il est parti pour être vendu à 1200 $ en kit avec son objectif kit. Ensuite, Canon a annoncé le 85 mm f1.2 série L pour les donc c'est monture RF, c'est pour les appareils photo mirrorless de chez Canon. Il sortira dans le mois prochain aux alentours de 2700 $. Alors c'est très cher et il y a un premium quand on achète des objectifs mirrorless parce que c'est le début de la technologie, donc pour l'instant ils se gavent sur les prix. Mais on peut imaginer quand même que ce sera une excellente optique. Maintenant 2700 € pour une focale fixe, alors même si c'est un 1.2, ça fait mal quand même. Hein. Tamron a annoncé le 35-150 mm f2.8 f4, c'est-à-dire qu'à 35 mm vous serez f2.8, à 150 mm vous serez f4, pour monture réflexe Nikon F et Canon EF. En longueur il fait 12,4 cm, il a un diamètre de fil de 77 mm et il est annoncé pour 800 $. Donc a priori c'est une bonne plage focale. Si vous avez un grand angle, par exemple un 16-35, ça peut venir bien compléter ça pour avoir
2 objectifs pour pouvoir shooter quasiment tout type de photos si vous n'avez pas besoin des gros téléphotos, des gros téléobjectifs. Ça peut être un bon deal et je pense que dans cette plage focale, on a un zoom qui est x4 à peu près, un peu plus. Ça veut dire qu'on devrait avoir une bonne qualité optique dans ce type de zoom. Samyang annonce le 85 mm f1.4 autofocus. Ça y est, Samyang est quasiment tout passé à l'autofocus maintenant, avec un beau design d'ailleurs sur leurs derniers objectifs. Pour appareil photo Sony, plein format, il pèse 568 grammes, il a un diamètre de fil de 77 mm et il coûte 700 €. Ça peut être intéressant celui-là. Samyang annonce aussi les 45 mm f1.8 autofocus pour Sony, encore une fois, en plein format. 162 grammes, 5,6 cm et tout petit. Et il a un diamètre de fil de 49 mm et il coûte seulement 400 $. Donc ça peut être une bonne alternative au Zeiss 55 mm f1.8 qui est excellent mais qui coûte très cher. Voilà, à voir si celui-là est bon, mais on commence à avoir des objectifs qui commencent à être un petit peu plus abordables pour monture Sony en autofocus avec tous les contacts et ça c'est plutôt pas mal. Tokina a annoncé l'objectif FIR1 100 mm macro f2.8 aussi pour monture Sony FE, donc Sony plein format. Énormément d'annonces de constructeurs tiers pour des montures Sony. Donc il y a un rapport de grossissement de 1 pour 1, donc un vrai macro, distance minimale de mise au point de 30 cm et ça coûte 600 $. Donc voilà, à voir si la qualité optique est au rendez-vous, mais ça peut être pas mal. Laowa annonce aussi son 100 mm macro f2.8 pour cette fois-ci Canon EF reflex, Nikon F reflex, Sony FE mirrorless. Cette fois-ci avec un facteur de grossissement de 2 pour 1, donc ultra macro, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les deux fois plus grossis, on va dire, que sur un vrai objectif macro. Distance minimale de 25 cm, 638 grammes, 12,5 cm de long, 72 mm de diamètre de filtre et 600 €. Donc on a des bonnes solutions pour faire de la macro sur Sony entre autres. Mitacon sort la 3e version de son 50 mm f0.95 pour ceux qui adorent le bokeh et avoir du flou d'arrière-plan, en veux-tu en voilà, pour tous les boîtiers mirrorless Sony, Canon et Nikon. Donc ça c'est plutôt pas mal, et notamment parce qu'ils sortent en monture Canon et Nikon, donc ça c'est intéressant. C'est un objectif qui est tout manuel, comme c'est le cas souvent chez Mitacon, et 800 $. Donc voilà, si vous aimez le bokeh, vous allez être servi. Zeiss, là on est dans une autre catégorie, sort le Otus 100 mm, encore un 100 mm, mais cette fois-ci f1.4 pour monture réflexe Canon EF et Nikon F. Tout est manuel, enfin la mise au point est manuelle, après il y a des contacts qui transfèrent les données. 4500 $ par contre. Bon, on est chez Zeiss, on est sur du Otus, c'est le super haut de gamme des objectifs. Voilà, pour les gens qui ne veulent aucun compromis, mais... Enfin si, on fait le compromis quand même sur l'autofocus. Voilà, pour les gens qui ont les poches un peu profondes, quoi. Lee a annoncé un nouveau porte-filtre. Il était temps parce que Lee, ça fait très longtemps qu'ils étaient sur leur vieux système de porte-filtre qui marche bien. Et donc là, c'est un système, notamment avec la petite molette ici, qui a 3 positions. Une position totalement libre où ça permet de tourner dans tous les sens et de détacher le porte-filtre. Une position, on fait clic et là, on ne peut plus tourner dans tous les sens, mais on peut toujours débrancher le porte-filtre. Et une 3e position, cette fois-ci, on ne peut plus le tourner et en plus, on ne peut plus le décrocher même accidentellement. Donc c'est plutôt intéressant. A priori, il est fait pour être utilisé à une main, c'est-à-dire que vous pouvez le tenir comme ça et tac, vous le montez comme ça. Il est compatible évidemment avec tous les anciens filtres de chez Lee, tous les filtres 100 mm classiques, ce qui veut dire aussi que si vous avez des filtres dans d'autres marques, à part Coquin où ils sont un peu plus épais, mais sinon vous pouvez les monter aussi sur ce porte-filtre. Donc voilà, ce sera assez intéressant. Pourquoi pas le tester? Je vais voir si je peux pas essayer de m'en faire prêter un, ça pourrait être cool. Il est vendu aux alentours de 96 $. Un petit coup de pouce de la semaine, c'est pour Studio Gemini. Je vous avais déjà parlé de Studio Gemini, c'est un site qui fait des masterclass, avec donc des vraies masterclass, j'ai envie de dire, avec des gens qui sont réputés, très réputés même dans le domaine de la photographie, et qui du coup n'ont pas forcément de temps pour faire des formations, des choses comme ça. Et donc c'est Studio Gemini qui vient à eux, et pendant une semaine, 2 semaines, le temps qu'il faut, ils vont les suivre dans leur activité. Et en fait, c'est comme si on prenait des photos avec eux, comme si on était avec eux. Et ils créent du contenu super haute qualité, que ce soit en vidéo, en podcast, en écrit, en PDF, etc. Donc vous avez exactement le format qui vous convient le mieux. Et voilà, Studio Gemini, c'est un système par contre par abonnement, donc c'est-à-dire que vous allez payer à l'année, et une fois que vous avez payé à l'année, vous avez accès à toutes les masterclass qui sont proposées sur leur site. Et voilà, je vous dis, c'est de la très haute qualité, donc c'est très cool.
Moi j'aime beaucoup. Après, petit disclaimer, j'ai des liens d'affiliation. Si vous cliquez dessus et que vous vous abonnez, je touche un petit peu de sous aussi. Mais comme vous le savez, si j'ai des liens d'affiliation, c'est parce que j'ai testé et que j'aime beaucoup et que je pense que ça vaut le coup de vous le recommander. Et donc c'est les 4 ans du studio Gemini. Et pour les 4 ans, ils mettent en place, enfin ils mettent en ligne plein de contenus gratuits. En fait, c'est du contenu qui sont déjà existants sur la plateforme. Ça va être typiquement le premier chapitre de plein de masterclass. Je me demande si c'est pas toutes, mais presque. Et tous les jours, ils vont en sortir une nouvelle. C'est entre le 17 et le 24 mai. Donc voilà, vous avez accès à des chapitres entiers, ça vous permet vraiment de vous former à plein de choses. Alors vous avez de la photo de nuit, vous avez de la photo de rue, vous avez du paysage, vous avez du Lightroom, vous avez du Photoshop, vous avez de la photo culinaire, enfin il y a plein de sujets différents, toujours avec des experts, donc c'est vraiment intéressant. Et pour l'occasion, l'abonnement est à 89 € par an au lieu de 119 €. Donc pour ceux voilà, qui aiment du contenu très très qualitatif, bah là vous êtes servi avec Studio Gemini. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est fini pour ces MPR News, j'espère que vous êtes content de voir les MPR News revenir. Moi je suis très content de pouvoir les refaire aussi. Et du coup je voulais encore une fois dire merci à Kingston parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on peut refaire des MPR News pendant quelques temps pour au moins 2-3 MPR News et ensuite à voir s'ils veulent renouveler ou s'il faudra que je trouve un autre sponsor. Mais voilà, j'aimerais si jamais vous êtes ok sur le principe qu'on dise tous un grand merci à Kingston parce que c'est cool et c'est pas forcément courant d'avoir des marques qui s'engagent sur ce type de sponsoring. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment sympa. Donc si ça vous intéresse ou si vous voulez me filer un petit coup de main, cliquez aussi dans le lien dans la description pour aller voir les produits Kingston sur leur site. Parce que du coup ça justifie aussi pour la marque son investissement dans les MPR News, donc c'est plutôt cool. Voilà, merci à tous, ciao!